J'ai été très surprise quand je suis arrivée dans mon mandat il y a maintenant 5 ans, de voir à quel point l'université, les universités de la région, n'étaient pas comprises largement. Il y avait des élus qui comprenaient ça, mais globalement, comme non seulement un acteur important du territoire, mais moi je pense le moteur du modèle de développement d'un territoire. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, l'université et l'institution qui éclaire un peu les chemins du possible de développement d'un territoire. Et du coup, c'est un peu cette locomotive du développement d'un territoire. Et ça, quand je suis arrivée dans mon mandat, je trouvais assez peu perçu cette notion-là. C'est-à-dire qu'on prenait l'université au mieux comme une boîte noire dont on ne comprenait pas trop le fonctionnement, et au pire comme une gêne, parce que les étudiants, dans les villes, c'était compliqué, parce que ça fait du bruit, parce que ça fait une pression sur le logement, parce que... Et donc, il y avait cette ambiance qui consistait à dire que oui, on soutient l'université, mais dans les faits, on la soutient un peu de manière obligatoire, un peu forcée. Et donc, pendant tout le mandat, on a essayé de modifier complètement ce rapport à l'université et de faire en sorte que l'université reprenne, à mon sens, sa vraie place, c'est-à-dire cette place de moteur d'un modèle de développement et du coup d'acteur totalement incontournable de toutes les stratégies de territoire. C'est-à-dire que si vous avez une stratégie économique, sociale, environnementale, sociétale, enfin tout ce que vous voulez, toutes les stratégies de territoire doivent à un moment donné prendre en compte la question de l'université pour savoir comment on peut le mieux coordonner. Alors, nous, on a fait ça en plusieurs temps. La première chose, c'est qu'on a mis en place des assises régionales qui, au départ, je dois le dire, n'ont pas été hyper bien perçues parce qu'on ne comprenait pas que le Conseil régional se saisisse de cette question-là. Mais ces assises régionales ont permis d'inviter à la table et d'inviter au débat l'ensemble des acteurs de la région, et en particulier l'ensemble des élus de la région, de toutes les collectivités territoriales concernées. Et du coup, à l'issue de ces assises, on a construit un schéma régional, et ce schéma régional a été présenté avant qu'il soit voté au Conseil régional dans l'ensemble des CA des universités, mais aussi dans l'ensemble des conseils municipaux, conseils d'agglo, conseils de métropole, enfin tous les conseils d'élus, les conseils généraux. Dans les instances élues, ce schéma a été présenté pour que chacun des élus, chacune des instances de ce territoire se positionne par rapport à la question de la stratégie de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche en région. Ça a été un travail assez long, assez fastidieux pour tout dire, mais qui a quand même eu un impact tout à fait direct sur la prise de conscience assez massive de l'importance de l'enseignement supérieur et de la recherche, surtout dans une région comme la nôtre, puisque la région Nord-Pas-de-Calais, je le répète, on dit souvent c'est la région la plus jeune de France, c'est en tous les cas la région où il y a vraiment... Voilà, il y a beaucoup d'étudiants. On est 3e région de France en matière d'étudiants. La population jeune est très importante, mais c'est aussi une région où le chômage des jeunes est important. C'est une région où la main-d'œuvre, puisqu'on parle économie, est moins qualifiée qu'ailleurs. C'est une région où on souffre d'une forme de sous-qualification et du coup d'entreprises de main-d'œuvre, et on n'arrive pas à passer ce cap d'une région qui a servi beaucoup les entreprises, mais dont les centres stratégiques et de recherche étaient ailleurs que dans la région. Et donc, l'enjeu pour nous du développement de cette région, si on veut vraiment passer un cap et si on veut vraiment sortir du modèle de développement dans lequel on est, il fallait qu'on arrive à faire de cette région une région de recherche et développement, une région d'innovation, et une région aussi où les jeunes étaient formés vers l'enseignement, enfin, avaient un diplôme d'enseignement supérieur. Et là-dessus... Enfin, j'ai entendu votre discussion tout à l'heure sur comment on fait pression sur le gouvernement pour essayer d'avoir des sous, je résume, mais c'était un peu ça. Moi, je vous dis, vous avez un argument qui est quand même massif, hein, c'est l'argument du chômage des jeunes. C'est-à-dire que vous êtes en première ligne sur la lutte contre le chômage des jeunes. On sait que les jeunes, lorsqu'ils sont diplômés, ont des parcours professionnels beaucoup moins chaotiques que quand ils ne sont pas diplômés. On sait aussi qu'ils ont accès à un emploi stable plus fort et qu'ils ont un taux de chômage qui est bien inférieur à ceux qui ne sont pas diplômés. Et on sait aussi que tous les jeunes que vous accueillez dans vos universités sont des jeunes qui ne pointent pas au chômage et qui ne sont pas compris dans les statistiques du chômage. Et pour des...
Mais oui, mais c'est extrêmement important. Si vous mettez 5% de vos étudiants dehors et que du coup ils se mettent à pointer au chômage, vous avez une explosion du chômage des jeunes dans le pays. Enfin, et ça, dans un pays où on essaye depuis plusieurs mandats d'inverser la courbe du chômage avec les dents, sans les dents, enfin de faire tout ce qui était possible. Je pense que cet argument du chômage des jeunes, vous devriez le mesurer et l'employer de manière importante parce que c'est un argument qui, sur les élus dont je fais partie, a évidemment un impact immédiat. Alors, donc, vous dire qu'on a mis en place l'idée d'une mobilisation et d'une concertation. Et on a mis en place, à l'issue de ce schéma et de ces assises et de ce schéma régional, 2 instances qui sont des instances qui aujourd'hui se révèlent très importantes, même si au départ ça a été compliqué de les mettre en place. C'est ce qu'on a appelé pompeusement, et vous nous excuserez pour ce terme, un parlement du savoir. L'idée de ce Parlement du savoir est de réunir à peu près 150 personnes autour des questions d'enseignement supérieur et de recherche. Et du coup, d'avoir des moments, des lieux de concertation large autour des questions d'enseignement supérieur et de recherche. Le dernier Parlement du savoir que l'on a accueilli, on a beaucoup parlé de la question de la vie étudiante. Mais si vous prenez cette question de la vie étudiante, vous voyez bien qu'il n'y a nulle part, il n'y a aucun lieu dans une région ou parler de la vie étudiante avec l'ensemble des acteurs concernés par la vie étudiante. Puisque si vous parlez vie étudiante, vous parlez évidemment des universités, ça c'est évident, vous parlez du Crous, mais vous parlez aussi santé, vous parlez culture et donc accès à la culture, vous parlez de logement, vous parlez de conditions de vie d'une manière générale, et tout ça, pour parler de tous ces sujets-là, en fait, le nombre d'acteurs qui est concerné est tout à fait massif, puisque vous avez le rectorat, vous avez les universités, vous avez les collectivités, vous avez les villes, vous avez les institutions de culture scientifique et technique, les institutions de culture générale, enfin bref, il y a vraiment, et vous avez aussi les syndicats, les entreprises pour l'accueil, le stage, etc. Et donc, moi, je trouve qu'en matière d'enseignement supérieur et de recherche sur le plan territorial, il manque cette espèce d'instance de concertation où on parle sans décider, parce qu'on n'a pas légitimité à décider dans ce type d'instance, mais où on parle enseignement supérieur, où on parle enjeu de ces questions-là, et où on peut coordonner les politiques publiques à ce sujet-là. Ce Parlement du savoir, ce qu'il fait, c'est qu'il met en place des groupes de travail, donc là c'était sur la vie étudiante, qui rendent des conclusions, et les conclusions après sont envoyées à l'ensemble des collectivités, à l'ensemble des CA des universités. Libre à chacun de prendre ou de ne pas prendre ces recommandations, mais au moins elles existent et au moins elles servent de base à une politique concertée sur ces aspects-là. En matière de vie étudiante d'ailleurs, j'insiste sur l'importance de concevoir cette vie étudiante comme une forme d'émancipation des jeunes. Moi, j'insiste énormément là-dessus parce que je trouve qu'on ne parle plus de ce terme, mais c'est à mes yeux absolument essentiel si on veut lutter contre les inégalités. Vous, les universités, vous avez en charge cette question de prendre des jeunes qui ont un bac, quel que soit leur niveau culturel, leur niveau socio-économique, social et économique, et vous devez les amener vers des études supérieures et vers un diplôme d'études supérieures. C'est une condition, si on regarde un peu les choses de haut, c'est une condition absolument indispensable à la réduction des inégalités. C'est-à-dire que quel que soit le milieu, ces personnes-là doivent pouvoir avoir accès à un diplôme d'enseignement sup. Sauf que ça ne dépend pas que de vous. Mais cette réussite sociale, cette lutte au quotidien, en quelque sorte, contre les inégalités, elle ne dépend pas que de vous. Et un étudiant réussi, un étudiant de milieu modeste réussi dans l'enseignement supérieur, si on lui offre des conditions extérieures qui lui permettent de réussir. Ça veut dire des logements étudiants corrects, décents et à bas coût. Ça veut dire probablement, enfin nous on a fait ce pari-là en tous les cas dans la région, des emplois étudiants aussi sur les campus. En région, on finance des emplois étudiants de 5 à 10 heures par semaine sur les campus pour permettre aux étudiants boursiers et aux étudiants en difficulté d'avoir un complément de salaire à la fin du mois de 250 €, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui permet de passer ce cap entre une vie vraiment difficile et une vie décente, une vie étudiante décente, et ce qui leur permet du coup de tenir sur la longueur les études. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut
faut vraiment avoir en tête, c'est que pour un étudiant de milieu très modeste, c'est très très difficile de poursuivre des études sur la longueur. C'est possible la première année, c'est envisageable la deuxième, et la troisième, on se fatigue. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des étudiants qui restent chez eux, qui restent chez leurs parents, donc qui font des allers-retours qui peuvent être très longs. Donc ça, vous pouvez le tenir 1 année, 2 années, puis la troisième année, vous fatiguez. Ce sont aussi des étudiants qui ont des emplois à côté, et ces emplois ne sont pas tous évidemment adaptés à la vie étudiante, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Et du coup, ce sont des étudiants qui ne peuvent pas tenir 5 ans à ce rythme-là. Et ça, il faut vraiment entendre ce truc-là de dire ces étudiants-là ont le droit à avoir une vie étudiante qui leur permette réellement de réussir. Et ça, ça n'a pu se faire, on a pu mettre ça en place dans la région et on a on a une politique très large là-dessus, que parce qu'on a aussi mis en place une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Si je suis trop longue, vous me le dites. Sur la recherche, évidemment que la recherche est un élément essentiel du développement d'un territoire, mais au-delà du développement d'un pays. Je vais faire du politiquement incorrect, mais je vais le dire quand même. Je pense que la stratégie qui est suivie actuellement par la France, qui est de dire on diminue les crédits en matière d'enseignement sup et de recherche, et là-dessus on a quand même plusieurs années de recul, et on baisse le coût du travail. Pour moi qui suis économiste, c'est une stratégie qui est quand même très particulière, qui consiste à dire qu'on ne fonde notre compétitivité que sur le prix, alors que précisément dans un pays comme le nôtre, on pourrait avoir une toute autre stratégie qui a été celle de l'Allemagne d'ailleurs, et qui a consisté à fonder notre mode de développement sur la recherche et l'innovation, du coup à aller chercher une compétitivité hors prix, hors coût, et d'aller chercher des niches de marché, une hyper-expertise sur certains domaines, etc. Et ça, je pense que là-dessus... ça renvoie aussi à la discussion que vous aviez avant, mais il y a une question de stratégie fondamentale de notre mode de développement, et donc ça se pose au niveau français, ça se pose aussi au niveau régional, c'est-à-dire quelle stratégie de développement on met en place au niveau régional. Moi, j'ai fait le pari, et maintenant, je pense qu'on est beaucoup à le faire dans la région, de dire qu'on ne passera un cap dans cette région Nord-Pas-de-Calais, dont vous connaissez les handicaps, que si on se fonde précisément sur une recherche de très haute qualité, et que cette recherche entraîne derrière elle des formations, entraîne du coup une forme comme ça de mouvement sur toute la population, et qu'on sorte de cette espèce de concurrence sur le coût du travail, et je mets coût entre guillemets, sur le prix du travail en tous les cas, qui est à mon sens tout à fait délétère et qu'on ne pourra jamais gagner surtout. Enfin voilà, qu'on ne pourra jamais gagner, parce qu'au mieux on gagne une place, on gagne 2 places dans le classement européen, mais on ne pourra jamais diminuer les salaires au point qu'on arrive à faire ça. Et donc, et particulièrement dans une région comme la nôtre, c'est très présent, puisqu'on est sur des secteurs, nous, les industries de notre région, c'est l'automobile, c'est l'agroalimentaire, c'est la métallurgie, c'est la sidérurgie. Ce sont des secteurs qui sont très en concurrence internationale. Donc soit on court après ces entreprises en disant non, ne délocalisez pas s'il vous plaît, on va vous donner une nouvelle subvention, s'il vous plaît, on va vous en redonner une, mais pitié, ne délocalisez pas. Soit on a une stratégie de recherche et développement qui nous permet d'aller sur des secteurs où on ne craint plus la délocalisation de ces entreprises, parce qu'on est allé chercher des marchés qui ne peuvent pas aller ailleurs. La dernière chose que je voudrais dire, et sur lequel on a beaucoup travaillé aussi avec les présidents d'université, c'est la question de la vitrine que représentent les universités. Parce qu'on peut dire que les universités sont un moteur en matière de recherche et développement. On peut dire que c'est un moteur en matière de formation. Le problème, c'est que tant qu'on reste dans des universités qui sont plus ou moins jolies, je vais le dire comme ça, plus ou moins en bon état, je vais le dire comme ça, et plus ou moins conviviales, on ne peut pas non plus être complètement convaincant sur cette question-là. Et donc, on a beaucoup travaillé dans la région sur la question de la qualité de vie sur les campus, mais aussi de la qualité des campus. C'est-à-dire comment on fait des campus universitaires des vitrines et des lieux de démonstration que c'est là que se crée l'avenir, quoi, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé les universités zéro carbone, où on essaye d'utiliser ça
je ne viens pas sur le détail sur comment on peut l'utiliser parce qu'on a débloqué des crédits par ailleurs sur ces questions-là, mais les universités zéro carbone, ça nous permet de rénover le bâti, ça nous permet aussi de faire des expérimentations de techniques, de technologies, de modes de comportement aussi qui ne se font pas ailleurs en ville. Or, les campus sont des villes en modèle réduit, puisque vous avez un nombre d'étudiants qui est qui correspond à un nombre d'habitants de beaucoup de villes. Et donc, on peut expérimenter sur ces campus des choses qu'on n'oserait pas faire dans une ville, avec toutes les conséquences d'irréversibilité qu'on peut imaginer. Et nous, on a travaillé sur le fait que ces campus soient vraiment des lieux... Alors, évidemment, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il va nous falloir 10, 15 à 20 ans pour le faire, mais... on a initié ce mouvement où les campus doivent être le lieu aussi où se voit cette transformation, cet avenir, cette construction de l'avenir. Et ça, moi, je me permets un tout petit peu d'insister là-dessus parce que je pense qu'on ne peut pas porter un discours sur les universités et on ne peut pas renverser l'image des universités tant qu'on a des universités qui sont parfois dans l'état que vous connaissez bien mieux que moi. Voilà. Merci Madame Rousseau, Monsieur...